Fermez les yeux un instant et laissez-vous transporter en 1938. Imaginez l'odeur de l'huile de ricin chaude et du cuir pleine fleur. Sur l'asphalte brûlant des 24 heures du Mans, une foule d'aristocrates en costume 3 pièces et de femmes en robe de soie applaudit à tout rompre. Devant eux, une machine d'une beauté presque irréelle franchit la ligne d'arrivée. C'est une Talbot Lago goutte d'eau. Une carrosserie sculptée à la main, fluide comme du mercure, propulsée par un moteur 6 cylindres qui tourne avec la précision terrifiante d'une horloge suisse. À cette époque, posséder une Talbot, c'est posséder le monde. C'est le summum absolu du luxe mondial, l'équivalent français d'une Bugatti ou d'une Bentley. C'est le sang bleu de l'industrie automobile. Maintenant, gardez cette image de perfection absolue en tête et brisez-la avec la violence d'un pavé jeté dans une vitrine. Nous sommes en plein hiver 1983. Le champagne et la soie ont disparu. L'air est saturé d'une fumée noire toxique et de gaz lacrymogènes. Sur le parking ravagé de l'immense usine de Poissy, en banlieue parisienne, une berline Talbot Solara est en flammes. Autour d'elle, ce n'est plus l'élégance des années folles, c'est une zone de guerre. Des escadrons de CRS chargent à travers les barricades. Des ouvriers en sang, le visage déformé par la rage et le désespoir, hurlent et lancent des boulons d'acier de 30 mm à travers les vitres brisées des ateliers. La haine est palpable, viscérale. Les chaînes de montage, autrefois fierté de la nation, sont devenues le théâtre du conflit social le plus sanglant, le plus brutal et le plus traumatisant de la Ve République. Comment un nom qui incarnait la royauté absolue, le pinacle de l'élégance d'avant-guerre, a-t-il pu muter pour devenir le symbole du plus grand désastre commercial et de la pire boucherie sociale de l'histoire industrielle moderne de la France? L'histoire que l'on vous a servie dans les journaux télévisés de l'époque est un mensonge cousu de fil blanc. On vous a raconté l'histoire d'une entreprise qui a simplement fait faillite, victime de la crise économique et de modèles obsolètes. C'est l'alibi parfait. En réalité, le naufrage de Talbot n'est pas un échec commercial. C'est un assassinat avec préméditation. Pire encore, c'est un acte de nécromancie corporatiste. Les hauts dirigeants du groupe Peugeot, le géant de Sochaux, n'ont pas racheté une marque vivante. Ils ont délibérément profané une tombe. Ils ont déterré le cadavre d'une marque de luxe prestigieuse, oubliée depuis 25 ans, pour commettre l'une des fraudes marketing les plus cyniques du XXe siècle. Ils ont arraché cet écusson royal pour le coller avec du ruban adhésif sur des berlines populaires, rouillées et vieillissantes, héritées de la banqueroute de Simca Chrysler. Mais la tromperie du public n'était que la première phase de leur plan machiavélique. La véritable horreur se cache dans les bureaux d'études. Par pure jalousie corporatiste, par terreur que cette marque fantôme ne vienne faire de l'ombre à leur propre modèle, les cadres de Peugeot ont activement, consciencieusement, saboté les futures voitures Talbot de l'intérieur. Ils ont étranglé les moteurs, mutilé les châssis et transformé des véhicules prometteurs en monstres repoussants conçus pour échouer sur le marché. Ils ont fabriqué un désastre commercial de toutes pièces, créant ainsi la justification financière inattaquable pour déclencher un bain de sang social et licencier des milliers d'ouvriers qu'ils considéraient comme des charges inutiles. Ils ont utilisé un nom légendaire comme une arme de destruction massive. Avant de plonger dans les archives classifiées de ce sabotage interne et de comprendre comment on provoque sciemment une guerre civile dans ses propres usines, posez-vous cette question. Nous voyons aujourd'hui de grandes multinationales exhumer de vieux noms légendaires de l'automobile pour les coller sur de banals SUV électriques en plastique. Quel est selon vous le pire exemple de nécromancie automobile actuelle? Quelle marque prestigieuse avez-vous vu être déterrée uniquement pour cracher sur son héritage? Donnez-moi vos exemples dans les commentaires, car l'arrogance de Peugeot dans les années 80 a créé un manuel de destruction qui est malheureusement toujours utilisé aujourd'hui. Mais pour mesurer la violence inouïe de la chute,
Pour comprendre pourquoi coller le logo Talbot sur une voiture familiale des années 80 était un sacrilège d'une violence inouïe, vous devez d'abord regarder dans les yeux l'aristocratie mécanique qui a été profanée. Car avant d'être un cadavre manipulé par des comptables, Talbot était un monstre d'ingénierie qui faisait s'incliner l'Europe entière. Pour comprendre l'immensité du sacrilège qui va être perpétré dans les années 80, il faut d'abord mesurer la pureté du sang bleu qui coulait dans les veines de la victime. Car Talbot n'était pas une simple usine qui emboutissait de la tôle. Talbot était la haute couture de l'acier, le joyau absolu de la couronne mécanique européenne. Son histoire véritable commence dans les années 30, lorsqu'un ingénieur vénitien au charisme magnétique, le major Anthony Lago, prend le contrôle d'une usine vieillissante à Suresnes, en banlieue parisienne. Lago n'est pas un financier obsédé par les réductions de coûts, c'est un puriste, un mégalomane du détail, un homme qui refuse viscéralement le concept même de compromis. Sous sa poigne de fer, la marque devient Talbot Lago, et elle ne s'abaisse jamais à produire des véhicules pour la classe moyenne. Elle fabrique des chefs-d'œuvre roulants, des cathédrales de vitesse destinées aux Maharajas, aux stars de cinéma hollywoodiennes et à l'aristocratie européenne. Entrez dans les ateliers de Suresnes en 1937. Vous n'y trouverez pas de chaînes de montage bruyantes, ni d'ouvriers chronométrés. Vous y verrez des maîtres artisans qui façonnent des blocs moteurs à la main, avec des tolérances mesurées au centième de millimètre. Talbot Lago ne livre souvent que des châssis nus, propulsés par des moteurs 6 cylindres en ligne d'une onctuosité irréelle. Ces châssis sont ensuite confiés aux plus grands carrossiers du monde, des génies absolus comme Figoni et Falaschi ou Saoutchik. C'est ainsi que naît la légendaire Talbot Lago T150C SS Goutte d'eau. Oubliez tout ce que vous savez sur le design automobile. Cette machine est une sculpture aérodynamique pure, une larme d'aluminium filant à travers le vent, dont les passages de roues sont si parfaitement carénés qu'elle semble léviter au-dessus de l'asphalte. Pour acquérir l'un de ces 11 exemplaires uniques, il ne suffisait pas d'être riche. Il fallait être puissamment riche. Le prix d'une seule de ces voitures équivalait à celui d'un immense hôtel particulier en plein cœur de Paris. Mais l'arrogance de Talbot Lago ne se limitait pas à la volupté de ses cuirs ou à la courbe de ses ailes. Le véritable génie de la marque, celui qui terrifiait Bugatti et Alfa Romeo, se cachait dans ses entrailles mécaniques. C'est ici que l'obsession d'Anthony Lago touchait à la sorcellerie. Prenons l'une des armes secrètes de ces machines, la boîte de vitesse présélective Wilson. Dans les années 30, changer de vitesse sur une voiture de sport exigeait une force herculéenne, un double débrayage parfait, et risquait à tout instant de broyer les pignons dans un craquement sinistre. Anthony Lago, lui, intègre une technologie qui semble tout droit tomber du futur. Sur la colonne de direction d'une Talbot, le pilote dispose d'un minuscule levier. Alors qu'il roule à 160 km/h, les deux mains fermement agrippées au volant, il peut présélectionner le rapport inférieur du bout de l'index. Rien ne se passe. La voiture continue de hurler. Puis, juste avant le virage, il lui suffit d'enfoncer brutalement une pédale au plancher. Et là, dans un claquement mécanique d'une précision chirurgicale, le rapport inférieur s'engage instantanément, sans le moindre craquement, sans la moindre perte de régime. C'était une suprématie technologique absolue, une arme d'ingénierie qui donnait au pilote Talbot un avantage foudroyant. Cet avantage culmine dans l'un des exploits humains et mécaniques les plus épiques de l'histoire du sport automobile. Nous sommes en juin 1950. La France se remet à peine des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale. Sur le circuit des 24 heures du Mans, la redoutable armada de Ferrari et les somptueuses Aston Martin sont alignées, prêtes à dévorer la piste. Face à eux, une Talbot Lago T26C monoplace propulsée par un monstrueux moteur 6 cylindres de 4,5 litres. Au volant, un ancien résistant français, Louis Rosier. Ce qui se passe ce jour-là n'est pas une simple course, c'est un acte de foi.
Louis Rosier va conduire cette bête hurlante pesant près d'une tonne à des vitesses dépassant les 250 km/h sur la ligne droite des Hunaudières. Et il va le faire seul. Sur les 24 heures que dure l'épreuve, Louis Rosier conduit pendant 23 heures et 15 minutes. Son fils, Jean-Louis, ne prend le volant que pour 2 malheureux tours, le temps que son père avale quelques bananes, s'essuie le visage noirci par l'huile et la suie et retourne s'enfoncer dans le cockpit brûlant. La mécanique Talbot ne tremble pas. Le moteur tourne avec la régularité d'un métronome implacable. Louis Rosier franchit la ligne d'arrivée en vainqueur, écrasant la concurrence internationale et fracassant le record de distance. Ce jour-là, le nom Talbot ne représente plus seulement le luxe des milliardaires. Il est couronné de la sueur, du courage et du génie de toute une nation. Il devient un trésor national intouchable. Pourtant, cette noblesse mécanique est condamnée à mort. Et le bourreau n'est pas un concurrent, c'est l'État français lui-même. Au lendemain de la guerre, la France, dirigée en partie par des ministres communistes, lance le plan Ponce. L'objectif est de reconstruire le pays en produisant des petites voitures utilitaires pour les masses. Le luxe est perçu non pas comme un art, mais comme une insulte au prolétariat. Le gouvernement met en place une fiscalité punitive d'une sauvagerie inouïe. Les taxes sur les voitures de gros cylindrés, celles de plus de 15 chevaux fiscaux, deviennent exponentielles, presque confiscatoires. Or, les majestueuses Talbot-Lago, avec leur moteur de 4,5 litres, frôlent les 26 chevaux fiscaux. Acheter une Talbot équivaut désormais à signer un chèque en blanc au trésor public. L'oxygène financier est coupé d'un coup. Le marché s'évapore du jour au lendemain. Les riches industriels français, terrifiés par les contrôles fiscaux, cachent leur fortune et achètent de discrètes berlines sous-motorisées. Anthony Lago, campé sur son honneur, refuse catégoriquement de s'abaisser à produire des petites voitures bon marché. Il refuse de salir son blason. Il se bat comme un lion blessé pendant des années, tentant de vendre ses derniers châssis à l'exportation, s'épuisant à concevoir un ultime moteur V8, mais le poison fiscal a déjà fait son effet. L'usine de Suresnes se vide de ses artisans. Les machines-outils se taisent. En 1958, Anthony Lago, ruiné, le cœur brisé de voir son œuvre anéantie par la bureaucratie, meurt. L'entreprise est en faillite totale. En 1959, c'est Henri Théodore Pigozzi, le fondateur de Simca, qui rachète les restes de l'empire Talbot. Pigozzi est un industriel pragmatique qui produit des voitures populaires, mais c'est aussi un homme qui possède un profond respect pour l'histoire. En entrant dans l'usine de Suresnes, il comprend qu'il ne peut pas coller le prestigieux blason Talbot sur les petites berlines arondes qu'il fabrique à la chaîne. Ce serait une profanation, ce serait mentir aux Français. Alors, Pigozzi fait une chose remarquable. Il récupère les usines, il intègre les ingénieurs, mais il prend le nom Talbot, ce nom sacré couronné au Mans, et il l'enferme dans un coffre-fort virtuel. Il le drape d'un linceul de respect. Talbot est morte avec une dignité absolue. Elle est morte sans jamais s'être compromise. Pendant près de 25 ans, la marque va dormir du sommeil des justes. Le monde de l'automobile passe à autre chose. Le nom disparaît des routes, mais il reste gravé dans la légende comme le symbole inviolé de l'âge d'or français. L'histoire aurait dû s'arrêter là, dans la noblesse de cette sépulture industrielle. Mais nous sommes en 1978. Le paysage a muté de façon effrayante. L'empire Chrysler, qui avait englouti Simca, vient de s'effondrer dans un fracas planétaire. Le groupe français PSA, Peugeot Citroën, vient de racheter la totalité des ruines européennes de Chrysler pour un malheureux dollar symbolique. Les dirigeants de Peugeot se frottent les mains. Ils viennent de mettre la main sur le vaste réseau d'usines de Poissy et sur des millions de clients. Sauf qu'ils se heurtent immédiatement à un mur juridique d'une violence cataclysmique. Le contrat de vente signé avec les Américains est formel, intraitable. À partir du 10 juillet 1979, Peugeot a l'interdiction stricte et absolue d'apposer le nom Chrysler sur le moindre de ses véhicules. Pire encore, les cadres ultra-conservateurs de Sochaux jugent le nom Simca beaucoup trop populaire, presque vulgaire à leurs yeux, pour être conservé.
La panique s'installe dans les plus hauts étages de la direction de PSA. Ils ont des dizaines de milliers de voitures sur les chaînes de montage, des familiales rouillées, des citadines bon marché conçues par des ingénieurs américains, des stocks gigantesques de berlines sans pédigré. Il leur faut un nom. Il leur faut une marque à coller d'urgence sur les calandres avant la fin de l'année fiscale, sous peine de voir tout leur réseau de concessionnaires s'effondrer. Alors, les comptables en panique descendent dans les archives. Ils dépoussièrent les anciens dossiers des marques dont le groupe détient encore les droits. Et là, dans l'obscurité, ils tombent sur ce coffre-fort fermé par Pigozzi 20 ans plus tôt. Ils voient le nom Talbot. Aujourd'hui, si une entreprise financière en faillite rachetait secrètement l'appellation Concorde, juste pour la coller sur des bus de transport scolaire de banlieue dans le seul but d'écouler ses stocks, seriez-vous choqué par une telle fraude intellectuelle ? Dites-moi dans les commentaires jusqu'où vous pensez que le cynisme marketing peut aller avant que les consommateurs ne se révoltent. Parce qu'en 1979, au siège de Peugeot, les hommes en costume n'ont eu aucune hésitation. Ils ont pris un pied de biche. Ils ont fait sauter la serrure de la tombe de Talbot. Ils ont déterré le cadavre du vainqueur du Mans et ils s'apprêtent à l'habiller avec le vêtement déchiré d'une marque en faillite, déclenchant ainsi le compte à rebours de l'une des pires catastrophes de l'industrie moderne. Il y a dans la vie des grandes corporations des moments de panique froide, des instants où le compte à rebours juridique étouffe toute rationalité. Nous sommes à l'aube de l'été 1979. Dans les étages de la direction du groupe PSA, l'air est irrespirable. L'euphorie d'avoir racheté l'empire européen de Chrysler pour une bouchée de pain s'est évaporée, remplacée par la terreur d'une clause contractuelle implacable. Les Américains de Détroit ont été d'une clarté chirurgicale lors de la signature. Peugeot a le droit de conserver les usines, les brevets et les voitures. Mais à compter du 10 juillet 1979, le nom Chrysler, ainsi que le célèbre logo au Pentastar, doivent être totalement et définitivement éradiqués du sol européen. Peugeot se retrouve avec un pistolet sur la tempe. Des centaines de milliers de voitures, produites par des dizaines de milliers d'ouvriers, encombrent les parkings des usines et les cours des concessionnaires. Ces machines n'ont soudainement plus d'identité légale. Il faut les rebaptiser. Immédiatement. La logique la plus élémentaire, la plus évidente, celle qui aurait sauvé des milliers d'emplois, crevait les yeux. Il fallait relancer le nom Simca. Simca, c'était la France qui se lève tôt, c'était la victoire, c'était la ronde et la mille. Le public adorait Simca. Les ouvriers de Poissy avaient Simca tatoué sur le cœur. Mais pour comprendre pourquoi cette évidence a été balayée, il faut plonger dans les abysses du snobisme et du mépris de classe qui gangrenaient la direction historique de Peugeot. À Sochaux, bastion protestant, austère et traditionnel de la famille Peugeot, on regarde l'usine de Poissy avec une condescendance absolue. Pour la haute direction de PSA, Simca est une marque impure. C'est une marque fondée par un immigré italien qui a fait des voitures trop populaires, trop tapageuses, et qui a ensuite été souillée par l'argent américain. Pour les aristocrates de Sochaux, coller le nom Simca sur un groupe censé devenir le premier constructeur d'Europe est une insulte à leur propre prestige. Ils veulent faire table rase. Ils veulent créer ce qu'ils appellent fièrement le troisième pôle français. Peugeot incarnera le classicisme rassurant. Citroën incarnera l'avant-garde technologique. Mais que doit incarner la troisième marque ? Personne ne le sait. Ils ont juste désespérément besoin d'un nom pour maquiller les stocks. Alors, les bureaucrates descendent dans les archives de la propriété intellectuelle. Ils ouvrent les vieux registres poussiéreux des marques défuntes qu'ils ont rachetées au fil des décennies. Et leurs yeux s'arrêtent sur une relique. Talbot. L'aberration de ce choix défie l'entendement humain. Les hommes en costume qui prennent cette décision savent pertinemment ce que représente Talbot. Ils savent que c'est le nom des Maharajas, des vainqueurs du Mans, des carrosseries de haute couture. C'est l'aristocratie pure. Mais dans leur panique et dans leur déconnexion totale de la réalité du terrain, ils se convainquent qu'exhumer ce nom prestigieux va magiquement anoblir les voitures populaires qu'ils ont sur les bras. Le 10 juillet 1979, l'ordre est donné. C'est la nuit des morts vivants de l'industrie automobile.
Dans toute la France et à travers l'Europe, des scènes d'un ridicule tragique se déroulent dans les arrière-cours des garages. Des milliers de mécaniciens et de vendeurs reçoivent des cartons remplis de monogrammes en plastique chromé formant le T cerclé de Talbot. On leur donne des tournevis, du solvant et de la colle. On leur ordonne de faire le tour du parc de véhicules neufs, d'arracher les lettres Chrysler, de décoller les hirondelles Simca et de coller l'insigne royal de Talbot à la place. Le pacte de Frankenstein est scellé. Prenez la Simca Horizon par exemple. C'est une voiture compacte et honnête, conçue avec un budget américain, destinée aux jeunes couples et aux travailleurs. Du jour au lendemain, par la simple magie d'un morceau de plastique double face, elle devient la Talbot Horizon. C'est comme si l'on forçait un ouvrier du bâtiment à enfiler un smoking déchiré pour aller couler du béton. Le costume ne correspond ni à la personne, ni à la tâche. C'est un mensonge visuel, une fraude intellectuelle que même un enfant pourrait démasquer. La violence psychologique de ce rebranding imposé va frapper le réseau de concessionnaires avec la force d'un tsunami. Mettez-vous à la place d'un vendeur de la marque en septembre 1979. Un client fidèle, un artisan de province qui a possédé 5 Simca dans sa vie, pousse la porte du garage pour renouveler sa voiture. Il regarde autour de lui et ne reconnaît plus rien. Les enseignes familières ont disparu. « Bonjour, je viens voir la nouvelle Simca 1307, » dit le client. Le vendeur déglutit, les mains moites. Il a reçu les éléments de langage de la direction parisienne. « Monsieur, Simca n'existe plus. Je vous présente la Talbot 1510. » Le client fronce les sourcils. Dans sa mémoire, une Talbot, c'est la limousine majestueuse du maire de sa ville avant la guerre. Il regarde la berline à haillons devant lui, avec ses finitions moyennes, sa tôle qui sent encore les économies de bout de chandelle de l'ère Chrysler, et il se sent insulté. Il pense qu'on se moque de lui. Il pense qu'on essaie de lui vendre une imposture. Le vendeur baisse les yeux, rongé par la honte. Il sait qu'il ment. Le client tourne les talons, sort de la concession, traverse la rue et va s'acheter une Renault. Dans l'industrie automobile, il y a une règle de fer, cruelle et immuable. La confusion tue. Si un client ne comprend pas instantanément ce que représente votre marque, si vous devez lui expliquer pourquoi le nom sur le capot a changé 3 fois en 10 ans, vous avez déjà perdu la vente. L'illusion marketing de PSA s'effondre en temps réel. Le public français rejette la greffe avec un dégoût viscéral. Ce n'est pas une simple baisse des ventes, c'est une hémorragie artérielle. En l'espace de quelques mois, la part de marché de l'ex-réseau Simca s'évapore. Les concessionnaires, qui avaient investi leurs économies pour changer les devantures de leur garage, appellent le siège parisien en larmes, suppliant qu'on leur rende le nom Simca. La direction de Peugeot, drapée dans son orgueil, refuse de reculer. Ils refusent d'admettre que leur stratégie de nécromancie est un désastre total. Ils lancent des campagnes publicitaires télévisées hors de prix, absurdes, où l'on voit des chevaux au galop et des slogans grandiloquents pour tenter de justifier le nom Talbot. Mais on ne peut pas fabriquer du sang bleu avec des spots publicitaires de 30 secondes. L'argent brûle à une vitesse terrifiante. Le grand troisième pôle français n'est pas un pilier de l'économie. C'est devenu un gouffre financier qui menace d'entraîner tout le groupe PSA vers la faillite. L'histoire regorge de ces actes d'arrogance absolue où des dirigeants tuent l'identité même de ce qu'ils ont racheté en croyant être plus intelligents que leurs clients. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu ce genre de trahison ? Quelle marque que vous adoriez a changé de nom ou d'identité du jour au lendemain, vous poussant à ne plus jamais rien acheter chez eux ? Partagez vos souvenirs de ces désastres marketing, car la punition infligée par le public est souvent immédiate. Cependant, l'incompétence marketing n'est qu'un délit mineur dans le monde impitoyable des grandes entreprises. Si les dirigeants de Peugeot n'avaient été que de simples incompétents déconnectés de la réalité, ils auraient fini par corriger le tir. Ils auraient investi l'argent nécessaire pour que les prochaines voitures Talbot soient enfin dignes de leur blason royal. Ils auraient pu transformer Talbot en une véritable marque premium capable de terrasser l'Allemagne.
Mais c'est précisément ici que l'erreur de jugement bascule dans le meurtre avec préméditation. Dans le plus grand secret, bien avant le rachat par Peugeot, les ingénieurs de l'ancienne direction avaient préparé l'arme ultime. Une berline luxueuse, agressive, surpuissante. Une machine si technologiquement avancée, si majestueuse, qu'elle aurait pu, à elle seule, justifier la résurrection du nom Talbot et sauver l'usine de Poissy. Cette voiture s'appelait le projet C9. Elle allait devenir la Talbot Tagora. Lorsque les hauts cadres de Peugeot découvrent les plans confidentiels de cette Tagora, ils ne voient pas un moyen de sauver leur filiale mourante. Ils regardent les spécifications de la voiture, ils regardent son gabarit, sa puissance, et leur cœur se glace de terreur. Ils sont foudroyés par une jalousie corporatiste d'une noirceur absolue. Car la Tagora est infiniment supérieure à leur propre fleuron, la Peugeot 604, qui se vend déjà lamentablement mal. Le grand patron de PSA ne va pas laisser une filiale bâtarde, issue d'immigrés italiens et de fonds américains, humilier l'aristocratie de Sochaux. Il est hors de question que la Talbot Tagora détruise la Peugeot 604 sur le marché de l'hyperluxe français. La décision qui est prise dans l'ombre ne relève plus du commerce. C'est l'ordre froid et méthodique de briser les deux jambes du meilleur athlète de la famille juste avant le coup d'envoi de la course olympique, pour être sûr de le regarder s'effondrer sur la ligne de départ. Il existe un niveau de trahison corporatiste qui dépasse la simple incompétence pour basculer dans le meurtre avec préméditation. Si la résurrection du nom Talbot sur de vieilles berlines rouillées était une erreur marketing colossale, ce qui va se dérouler dans l'ombre des bureaux d'études de PSA au tournant des années 80 relève du sabotage industriel pur et dur. Car si vous voulez prouver au monde qu'un membre de votre famille est malade et doit être euthanasié, le moyen le plus sûr est de l'empoisonner vous-même, à petite dose, devant les caméras. Bien avant le rachat par Peugeot, alors que Simca appartenait encore aux Américains de Chrysler, les ingénieurs français de Poissy et de Whitley travaillaient dans le secret absolu sur une arme de destruction massive. Le nom de code de ce projet confidentiel était C9. Oubliez les petites familiales économiques. Le projet C9 était conçu pour être un prédateur alpha. Il s'agissait d'une berline statutaire, agressive, taillée à la serpe, avec un gabarit imposant et une présence sur la route qui devait pétrifier la concurrence. Elle était développée pour aller chasser directement sur les terres de la BMW série 5 et de la Mercedes classe E. Elle possédait un châssis hyper sophistiqué, des voies larges pour une tenue de route impériale, et elle devait accueillir des motorisations surpuissantes. C'était la voiture qui devait prouver que les ingénieurs de Simca n'étaient pas que des assembleurs de petites cylindrées, mais des maîtres de l'ingénierie de pointe. Lorsque Peugeot rachète l'entreprise, cette voiture est quasiment terminée. Elle est sur le point de sortir. Elle va être baptisée la Talbot Tagora. Elle aurait dû être le vaisseau amiral de la nouvelle marque, la preuve éclatante que le nom Talbot méritait d'être ressuscité. Mais c'était sans compter sur la jalousie maladive, presque pathologique, de la vieille garde de Sochaux. Lorsque les hauts cadres de Peugeot examinent les prototypes de la Tagora, le sang se glace dans leurs veines. Ils ne voient pas un atout pour leur nouveau groupe, ils voient une menace mortelle. À cette époque, la fierté absolue de Peugeot, c'est la 604, une berline de luxe extrêmement classique, vieillissante, qui se vend déjà péniblement et qui peine à convaincre en dehors des frontières françaises. Les dirigeants de PSA regardent la Peugeot 604, puis ils regardent la Talbot Tagora. Le constat est foudroyant. La voiture de leur filiale bâtarde est intrinsèquement plus moderne, plus spacieuse et plus agressive que le joyau de la couronne de Sochaux. Le complexe de supériorité de l'aristocratie Peugeot entre alors en action avec une brutalité inouïe. Il est politiquement et psychologiquement inconcevable pour la direction qu'une ancienne usine Chrysler, remplie d'ouvriers ayant travaillé pour un immigré italien, vienne humilier la marque au lion sur le segment du luxe. La décision qui est prise dans l'opacité des conseils d'administration est un acte de mutilation délibérée. L'ordre tombe de Sochaux. La Tagora ne sortira pas dans sa configuration d'origine. Les ingénieurs de Talbot sont contraints, la mort dans l'âme,
d'amputer leur propre création. La séquence de démembrement mécanique commence. D'abord, le châssis. La Tagora avait été conçue avec un train arrière spécifique, extrêmement large, garantissant une stabilité parfaite et une allure racée. Les comptables de Peugeot exigent qu'il soit jeté à la poubelle. À la place, ils forcent l'intégration du train arrière de la Peugeot 505. C'est une hérésie absolue. Le train de la 505 est beaucoup trop étroit pour l'immense carrosserie de la Tagora. Le résultat visuel est grotesque. Les roues arrière se retrouvent enfoncées à l'intérieur des immenses passages de roues, donnant à cette berline de luxe l'allure bancale d'un haltérophile monté sur des pattes de poulet. La prestance de la voiture est instantanément assassinée. Ensuite, la motorisation. Les ingénieurs voulaient doter la Tagora d'une mécanique irréprochable. Peugeot leur impose le moteur V6 PRV, Peugeot-Renault-Volvo. Mais pour s'assurer que la Tagora ne vienne jamais éclipser la souplesse de l'injection électronique réservée à la Peugeot 604 et à la 505, la direction force Talbot à équiper son V6 de 2 carburateurs triple corps Weber. Sur le papier, cela lui donne plus de puissance brute. Dans la réalité, c'est un cadeau empoisonné. Ces carburateurs sont des cauchemars à régler. Ils rendent la voiture capricieuse, brutale, gourmande à outrance et difficile à utiliser au quotidien pour un PDG ou un ministre qui cherche de l'onctuosité. C'est une mécanique de dragster imposée dans une voiture de ministre. Mais le coup de grâce est porté à l'intérieur. Une voiture de la classe de la BMW série 5 se doit d'offrir un habitacle irréprochable, avec des matériaux nobles, du velours épais, une insonorisation de coffre-fort. Peugeot coupe drastiquement les budgets de finition de la Tagora. Les garnitures luxueuses sont remplacées par des kilomètres de plastique dur, creux et bon marché qui couinent au moindre dos d'âne. Les commodos sont piochés dans les poubelles à pièces des vieux modèles du groupe. Le tableau de bord ressemble à celui d'un utilitaire bas de gamme. Lorsque la Talbot Tagora est officiellement présentée à la presse et au public à l'automne 1980, c'est un choc. Mais pas celui que les concepteurs de Poissy avaient espéré. Les journalistes automobiles découvrent un Frankenstein. La carrosserie est immense, mais les roues sont ridicules. Le moteur V6 hurle et consomme plus de 20 litres au 100 km, mais l'intérieur résonne comme une boîte en plastique vide. Pire encore, PSA, avec un cynisme absolu, fixe le prix de vente de la Tagora à un tarif exorbitant, frôlant celui des meilleurs Mercedes de l'époque. La machination se referme comme un piège d'acier. Une voiture difforme, dotée d'un nom que le public rejette, finit avec des matériaux indignes et vendue à un prix délirant. Le résultat est l'un des naufrages commerciaux les plus colossaux, rapides et embarrassants de toute l'histoire de l'automobile européenne. L'objectif initial était de vendre 60 000 Tagora par an. Il s'en vendra à peine 15 000 sur toute la durée de sa misérable existence, avant que la production ne soit discrètement arrêtée en 1983. Pour parachever l'humiliation et s'assurer que Talbot ne puisse s'appuyer sur aucune bouée de sauvetage, Peugeot orchestre le même sabotage par le bas. Il lance la Talbot Samba. La presse et le public se rendent compte en moins de 5 secondes qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'une vieille Peugeot 104 que l'on a littéralement raccourcie à la hache, sur laquelle on a collé un T chromé. C'est le niveau 0 de l'innovation. C'est craché au visage de l'acheteur. En l'espace de 3 ans, la direction de Peugeot a consciencieusement pris tous les atouts de son rival vaincu et les a transformés en échecs programmés. Et c'est ici que l'intelligence diabolique du plan se révèle dans toute sa froideur. Dans les sommets de la tour de PSA, le PDG Jacques Calvet et son conseil d'administration ouvrent les bilans financiers devant les actionnaires et les membres du gouvernement. Ils pointent du doigt les lignes rouges qui saignent sur le papier. Ils montrent le désastre de la Tagora. Ils montrent la chute cataclysmique des ventes de la Solara et de l'Horizon. Ils prennent un ton solennel, celui du médecin qui annonce une maladie incurable et déclare « Regardez les chiffres ». La marque Talbot est un gouffre financier sans fond. Les clients n'en veulent pas. Nos produits ne se vendent pas. Elle menace d'entraîner tout le groupe Peugeot vers la faillite. L'alibi est parfait. En sabordant sciemment leurs propres produits,
Ils viennent de forger de toutes pièces la justification économique inattaquable dont ils avaient besoin pour l'étape finale de leur conquête. Ils ont convaincu la France entière que Talbot était une erreur de la nature industrielle qu'il fallait amputer. Je vous pose la question. Avez-vous déjà travaillé pour une entreprise ou été témoin d'une situation où la direction a délibérément laissé pourrir un projet, l'a privé de budget ou de ressources, juste pour pouvoir justifier la fermeture d'un département ou le licenciement d'une équipe qui dérangeait? Dites-moi dans les commentaires comment ce genre de politique de la terre brûlée finit toujours par éclater au grand jour. Parce qu'à ce stade précis de l'histoire, les chiffres ont parlé. Les comptables de Sochaux ont refermé leur dossier et retourné leur stylo. Leur mission d'assassinat silencieux est un succès total. Cependant, il y a une variable humaine bouillonnante, viscérale, que les tableaux Excel ne peuvent ni calculer, ni prévoir, ni contrôler. Derrière les pertes financières de la Tagora, derrière la chute des ventes et les rapports d'actionnaires, il y a l'usine de Poissy. Et dans cette usine, il n'y a pas que des presses à emboutir, il y a des milliers d'hommes. Des ouvriers spécialisés, pour beaucoup des immigrés venus d'Afrique du Nord, qui ont ruiné leurs poumons dans les cabines de peinture, brisé leurs vertèbres sur les lignes d'assemblage et qui comprennent soudain avec une terreur absolue qu'ils ont été manipulés depuis le premier jour. Jacques Calvet annonce le plan de restructuration. Près de 3000 licenciements secs. La marque est condamnée. Les hommes en costume pensaient avoir réglé le problème dans le calme des conseils d'administration. Ils ignoraient qu'ils venaient de jeter une allumette dans la plus grande poudrière sociale que la France ait connue depuis mai 1968. Les portes de l'usine de Poissy se verrouillent de l'intérieur. Le métal commence à pleuvoir. Et l'assassinat de la marque Talbot va soudainement se payer dans un bain de sang terrifiant. Les chiffres inscrits sur les bilans financiers ont une caractéristique terrifiante. Ils ne saignent pas. Dans l'air climatisé des bureaux de l'avenue de la Grande Armée, les dirigeants de PSA pouvaient contempler le naufrage de la Tagora et l'effondrement des ventes de Talbot sans jamais avoir à croiser le regard de ceux qui allaient payer la facture de leur cynisme. Le piège machiavélique mis en place par la direction avait fonctionné avec une précision d'horloger. La marque était artificiellement ruinée, le public la rejetait et l'excuse économique pour procéder à l'abattage était désormais gravée dans le marbre des rapports annuels. Il ne manquait plus qu'un bourreau pour abaisser la hache. Ce bourreau porte un nom, Jacques Calvet. En 1982, Calvet, un énarque au profil de technocrate impitoyable, prend les rênes de Peugeot avec une mission claire, sauver le groupe de la faillite par n'importe quel moyen. Et son premier acte chirurgical vise directement le cœur battant de l'ancien empire Simca. L'annonce tombe, glaciale, foudroyante. Un plan de restructuration massif prévoyant la suppression de près de 3000 postes à l'usine Talbot de Poissy, près d'un tiers des effectifs de production. C'est ici que l'histoire quitte le monde policé de la stratégie marketing pour basculer dans la tragédie humaine absolue. Pour comprendre la déflagration qui va pulvériser l'usine de Poissy, il faut regarder qui sont ces 3000 condamnés. Ce ne sont pas des cadres ou des employés de bureau. Ce sont presque exclusivement des OS, des ouvriers spécialisés. Et dans la France des 30 glorieuses finissantes, ouvrier spécialisé est un euphémisme pudique pour désigner la chair à canon de l'industrie. La grande majorité d'entre eux sont des travailleurs immigrés, venus du Maroc, d'Algérie, du Sénégal ou du Mali. Ce sont ces hommes qui, pendant des décennies, ont accepté les cadences infernales, la chaleur asphyxiante des fours de peinture, les vapeurs de solvants qui rongent les poumons et les gestes répétitifs qui détruisent les vertèbres pour que la France puisse rouler en Simca 1000 et en horizon. Ils ont donné leur jeunesse, leur santé et leur sueur à cette usine. Ils ont tout accepté parce qu'il y avait une promesse tacite, celle du paternalisme industriel. En échange de vos corps, nous vous donnerons un salaire, un toit et une dignité. Et soudain, ces hommes qui ont bâti la richesse de l'entreprise se voient signifier par une simple lettre recommandée qu'ils ne sont plus que des déchets industriels obsolètes. On leur propose des primes de retour au pays, un chèque misérable pour qu'ils disparaissent silencieusement
et retourne mourir de l'autre côté de la Méditerranée afin de ne pas encombrer les statistiques du chômage français. La dignité humaine, lorsqu'elle est piétinée avec une telle arrogance, ne s'éteint jamais en silence. Elle explose. L'hiver 1983 s'abat sur la région parisienne et l'usine de Poissy cesse d'être un site de production pour devenir le théâtre d'une véritable guerre de tranchées. Fin décembre, la colère, sourde et contenue depuis des mois, franchit le point de non-retour. Les chaînes de montage s'arrêtent dans un hurlement de sirènes. Des milliers d'ouvriers, menés par les syndicats de la CGT et de la CFDT, occupent les ateliers. Ils soudent les portes métalliques de l'intérieur. L'usine est retranchée. Mais la direction de Peugeot, appliquant la vieille maxime de Jules César, diviser pour mieux régner, a préparé sa contre-attaque. Elle s'appuie sur la CSL, la Confédération des syndicats libres, un syndicat dit maison, majoritaire chez les agents de maîtrise, les cadres et les ouvriers français non menacés par les licenciements. La direction pousse ces derniers à exiger la reprise immédiate du travail. Elle crée sciemment une ligne de fracture mortelle entre ceux qui veulent sauver leur emploi par la grève et ceux qui veulent sauver l'usine par la soumission. Ce qui se déroule dans les entrailles de Poissy entre décembre 1983 et janvier 1984 dépasse tout ce que la France moderne a pu imaginer. Ce n'est plus un conflit social, c'est une guerre civile en vase clos. Imaginez l'intérieur de ces immenses cathédrales de tôle et de béton, plongées dans la pénombre, car l'électricité a été coupée dans plusieurs secteurs. L'air, glacial, est saturé par l'odeur âcre des pneus brûlés et des feux de palettes allumés dans des fûts en ferraille pour réchauffer les corps engourdis. De part et d'autre des immenses allées centrales, les deux camps se font face. D'un côté, les grévistes immigrés, désespérés, luttant pour leur survie. De l'autre, les non-grévistes, les contremaîtres, chauffés à blanc, déterminés à briser l'occupation. La tension est telle que l'atmosphère semble vibrer. Et puis, l'étincelle jaillit. Les affrontements éclatent avec une sauvagerie qui glace le sang. Les hommes ne se battent pas avec des mots, ils se battent avec ce que l'usine leur offre. Les lances à incendie sont déroulées et utilisées comme des canons à eau à haute pression pour balayer les lignes adverses dans un froid glacial. Les pièces de carrosserie inachevées sont empilées pour former des barricades. Et surtout, il y a la pluie d'acier. Des écrous, des boulons de 30 mm, des pièces de moteur lourdes comme des pierres sont lancées de part et d'autre des ateliers avec une violence meurtrière. Des hommes s'effondrent, le crâne fracassé, le visage en sang. Les vitres des bureaux de la direction explosent sous les impacts. Des cris de haine résonnent sous les voûtes métalliques, se mêlant aux sirènes des ambulances qui n'arrivent pas à pénétrer dans l'enceinte de l'usine. La télévision nationale filme ces scènes apocalyptiques et les diffuse dans les salons de millions de Français, stupéfaits. Le vernis de la société de consommation vole en éclats. La France découvre avec horreur le coût humain caché derrière les carrosseries brillantes de ses voitures. Et pendant ce temps, depuis le sommet de la tour de PSA à Paris, Jacques Calvet observe l'incendie sans broncher. Cette guerre civile, bien qu'épouvantable, sert ses intérêts avec une efficacité terrifiante. En laissant la situation dégénérer dans une violence hors de contrôle, la direction de Peugeot force la main de l'État. Le gouvernement de l'époque, pris au piège par l'opinion publique qui réclame le retour au calme, finit par céder. Le 5 janvier 1984, à l'aube, des centaines de CRS casqués, armés de boucliers et de matraques, prennent d'assaut l'usine de Poissy dans des nuages de gaz lacrymogène. Ils délogent les grévistes par la force. La grève est brisée. Le plan de licenciement de Jacques Calvet est entériné. Près de 3000 vies sont rayées des effectifs, accompagnées d'aides au retour qui s'apparentent à l'aumône jetée à un mendiant que l'on veut expulser de son propre porche. Le sang de Poissy a coulé, la fracture sociale est béante, mais les colonnes du tableau Excel de Peugeot ont été apurées. L'usine reprend son souffle dans une atmosphère de deuil absolu, de suspicion et de rancœur incurable. Et c'est précisément dans ce cimetière industriel, alors que la marque Talbot est déjà en état de mort cérébrale clinique,
que Peugeot va s'abaisser à commettre un dernier acte de pillage d'une mesquinerie invraisemblable. L'ultime humiliation, celle qui efface jusqu'au dernier lambeau d'honneur de cette histoire. Malgré l'absence de budget, malgré le sabotage de la Tagora, malgré la violence des grèves et l'épée de Damoclès des licenciements, le bureau d'études de Talbot refusait de mourir dans la honte. Les ingénieurs, travaillant presque dans la clandestinité, mus par l'instinct de survie et la fierté de la mécanique, avaient réussi à concevoir une toute dernière voiture. Son nom de code, Projet C28. Elle devait s'appeler la Talbot Arizona. Et cette voiture n'était pas un bricolage désespéré, c'était un coup de maître. L'Arizona était une berline compacte brillante, aérodynamique, moderne, utilisant habilement les banques de pièces du groupe tout en conservant une identité forte. Elle était taillée sur mesure pour remplacer la vieillissante Horizon et devait, à elle seule, relancer les ventes de la marque, garantir l'emploi des survivants de Poissy et prouver au monde que Talbot avait encore sa place sur l'échiquier automobile européen. Les prototypes tournaient avec succès. La presse spécialisée avait eu vent du projet et l'attendait avec ferveur. Les chaînes de montage de l'usine, encore maculées de la sueur et du sang des grèves, avaient été minutieusement calibrées, réglées et outillées à grands frais pour commencer la production de l'Arizona. Le lancement officiel était programmé. C'était l'ultime bouée de sauvetage. À quelques semaines seulement de la présentation officielle au grand public, les portes du bureau d'études s'ouvrent à la volée. Des émissaires de la haute direction de Peugeot entrent, escortés par des financiers. Ils regardent les prototypes de la Talbot Arizona, ils constatent l'excellence du travail accompli et ils formulent un ordre dont l'iniquité défie la raison. Ils confisquent le projet. Sous les yeux horrifiés des ingénieurs qui ont travaillé des années sur cette machine, la direction ordonne d'arracher les monogrammes Arizona de la malle arrière. Ils font sauter le logo T cerclé de Talbot de la calandre. Ils apportent des insignes en plastique chromé en forme de lion dressé sur ses pattes arrière et ils les collent froidement sur la tôle. Peugeot décide purement et simplement de voler la dernière création de Talbot. Puisque le réseau de concessionnaires de Talbot est en train d'être démantelé et fusionné de force avec celui de Peugeot, PSA estime qu'il serait dommage de gaspiller une si bonne voiture sur une marque qu'ils ont eux-mêmes décidé de tuer. Ils sortent le véhicule à l'automne 1985. Mais pour bien marquer qu'il s'agit d'une pièce rapportée, d'un enfant illégitime volé à une autre famille, Peugeot ne lui donne même pas un nom respectant sa propre nomenclature logique de l'époque, qui finissait par un 5 comme la 205 ou la 405. Non, il lui donne un nom décalé, hybride, presque insultant pour son propre catalogue. Il l'appelle la Peugeot 309. C'est l'exécution parfaite, le crime parfait sans cadavre. Peugeot a réussi à assassiner un concurrent, à siphonner ses clients, à justifier le licenciement de sa main-d'œuvre la plus fragile et à s'approprier sa dernière technologie de pointe en la rebaptisant à son propre nom sans avoir eu à dépenser un seul franc en recherche et développement. Le meurtre a été financièrement rentabilisé à l'extrême. En 1986, l'agonie prend fin administrativement. Le nom Talbot est radié, effacé, biffé des registres du groupe PSA. L'enseigne est décrochée des derniers garages de France. L'histoire s'arrête dans un silence d'une brutalité assourdissante. Pensez-y un instant. Face à un cynisme d'une telle ampleur, où une entreprise sacrifie la dignité de milliers de travailleurs et vole le fruit de leurs ultimes efforts uniquement pour s'enrichir, que reste-t-il de la morale dans l'industrie ? Avez-vous déjà été dépouillé du crédit de votre propre travail par une direction qui s'en est attribué les lauriers ? Racontez-nous dans les commentaires comment vous avez réagi face à cette appropriation toxique, car ce que les ingénieurs de Talbot ont ressenti en voyant la Peugeot 309 rouler dans la rue est une violence psychologique que beaucoup connaissent. L'oiseau a été abattu. Le cadavre exhumé a été rendu à la poussière. Et les hommes qui ont accompli ces basses œuvres ont reçu des primes de fin d'année vertigineuses. Mais croyez-vous réellement que l'on puisse orchestrer un meurtre industriel d'une telle envergure, détruire un écosystème social entier et déraciner une histoire d'un demi-siècle sans que l'univers n'exige une réparation? Alors que les drapeaux au lion claquent fièrement au vent sur l'usine meurtrie de Poissy, les fantômes de la haute couture des années 30
et les ombres des cols bleus trahis attendent leur heure. Quelle est la rançon de cette nécromancie corporatiste? Et surtout, les dirigeants qui perpétuent cette méthode aujourd'hui ont-ils vraiment compris qu'en manipulant les morts, on finit toujours par creuser sa propre tombe? L'année 1986 s'abat sur l'industrie française comme une dalle de marbre noir. La sentence administrative est prononcée, froide, irrévocable, sans la moindre once de cérémonie. Le nom Talbot est officiellement biffé des registres du commerce du groupe PSA. Les dernières enseignes bleues et blanches, couvertes par la crasse des pots d'échappement et la poussière des grèves, sont arrachées des façades des concessions de province à coups de pieds de biche pour être remplacées par le lion triomphant de Peugeot. Les ouvriers de Poissy, ceux qui ont survécu à la purge, baissent les yeux sur les chaînes de montage et assemblent en silence cette fameuse Peugeot 309, cet enfant volé, ce dernier souffle de leur propre ingénierie qu'on les force à habiller aux couleurs de leur bourreau. Le crime parfait a été consommé. Il n'y a pas eu de procès pour les dirigeants. Il n'y a eu que des primes de rentabilité colossales. Mais lorsque la poussière retombe sur ce champ de bataille industriel, lorsque les financiers retournent à leur luxueux dîner parisien en se félicitant d'avoir éradiqué la concurrence interne et brisé les reins d'une classe ouvrière trop bruyante, il reste une question vertigineuse. Une question qui hante les casses automobiles et les hangars abandonnés. Que reste-t-il physiquement de cette abomination? Que reste-t-il des voitures elles-mêmes? Faites un saut dans le temps. Promenez-vous aujourd'hui dans les allées d'un rassemblement de véhicules de collection, un dimanche matin, sur la place d'un village français. Vous y verrez des Alpines rutilantes, des Citroën DS qui forcent le respect, des Peugeot 205 GTI adulés par des foules de passionnés. Et puis, relégué dans un coin, presque caché derrière une camionnette, vous l'apercevrez peut-être. Une Talbot Tagora survivante, ou une Solara à la peinture passée. Observez la réaction des gens. Personne ne s'arrête avec des étoiles dans les yeux. Personne ne murmure le nom d'Anthony Lago, ni ne repense aux victoires héroïques des 24 heures du Mans. La foule jette un regard chargé d'une ironie cruelle, voire d'une pitié condescendante. Ces voitures ne sont pas admirées comme des œuvres d'art classiques. Elles sont observées comme des anomalies biologiques conservées dans du formol. Ce sont des curiosités morbides, les martyrs mécaniques d'une guerre de bureau. La Tagora, avec son essieu arrière atrocement rétréci et son habitacle en plastique grinçant, n'est pas une mauvaise voiture en soi. C'est le résultat tragique d'un animal que l'on a mutilé à la naissance pour l'empêcher de courir. C'est là que réside l'insulte absolue, la véritable tragédie de la nécromancie corporatiste. En ressuscitant le nom Talbot pour le coller sur des voitures qu'ils méprisaient et sabotaient eux-mêmes, les dirigeants de Peugeot n'ont pas seulement échoué commercialement. Ils ont souillé, de manière rétroactive, l'un des héritages les plus sacrés de l'ingénierie mondiale. Ils ont craché sur la tombe des artisans de Suresnes des années 30. Ils ont transformé un blason royal en une vulgaire blague de fin de banquet. La leçon que l'histoire aurait dû graver au fer rouge dans le crâne de chaque étudiant en école de commerce, de chaque futur manager de multinationale, est d'une clarté aveuglante. Le nom d'une marque n'est pas un banal autocollant. Ce n'est pas un actif financier que l'on déplace d'une colonne Excel à une autre pour masquer des dettes. Une marque est un pacte de sang avec le public. C'est une promesse de qualité, un contrat d'identité forgé au fil des décennies par le génie des ingénieurs et la sueur des ouvriers. Le public, contrairement à ce que croient les technocrates isolés dans leur tour de verre, n'est pas une masse amorphe et stupide. Le consommateur possède un sixième sens instinctif pour détecter la fraude. Pratiquez le badge engineering, cette perversion qui consiste à prendre une plateforme générique, à y injecter de la technologie au rabais et à facturer une fortune simplement parce qu'on a exhumé un logo prestigieux du cimetière des brevets, est une déclaration de mépris, pure et simple. Et le marché finit toujours, invariablement, par punir ce mépris avec une brutalité foudroyante. Le naufrage de Talbot aurait dû sonner le glas de cette méthode toxique. Il aurait dû terrifier les dirigeants, leur prouver qu'on ne joue pas impunément à Frankenstein avec l'âme d'une entreprise sans finir dévorée par son propre monstre. Sauf que l'avidité est atteinte d'une amnésie sélective incurable. Les dirigeants de Peugeot n'ont pas vu dans le désastre de Talbot un échec moral.
Ils y ont vu une victoire stratégique. Ils ont réussi à absorber les parts de marché, à liquider l'usine de Poissy et à s'enrichir. Le crime a payé. Et parce qu'il a payé, le poison n'a jamais été éradiqué de l'industrie automobile. Il est entré en dormance. Il s'est concentré. Et aujourd'hui, il est en train de muter à une échelle planétaire, menaçant de provoquer une extinction de masse bien plus terrifiante que celle des années 80. Regardez l'échiquier automobile de notre époque avec lucidité. Le petit groupe PSA, celui-là même qui a étouffé Talbot dans une ruelle sombre, a enflé, dévoré Opel, puis a fusionné avec le gigantesque conglomérat Fiat Chrysler pour donner naissance à un léviathan absolu, Stellantis. Une hydre à 14 têtes, contrôlée par des bureaucrates obsédés par la réduction des coûts, l'optimisation des plateformes communes et la rentabilité à 2 chiffres. Dans les griffes de cette hydre se trouvent les noms les plus sacrés, les plus vibrants de l'histoire de la mécanique européenne. Alfa Romeo, Maserati, Abarth et surtout Lancia. Penchez-vous une seconde sur le sort de Lancia aujourd'hui et sentez le frisson de l'horreur se propager le long de votre colonne vertébrale. Lancia, c'est l'aristocratie de l'ingénierie italienne. C'est l'innovation absolue, le premier moteur V4, la première carrosserie monocoque. C'est la marque qui détient le record absolu de victoires au championnat du monde des rallyes. La Stratos, la 037, la Delta Intégrale. Des noms qui font pleurer de joie les puristes de la planète entière. Des monstres cracheurs de feu qui ont repoussé les limites de la physique. Et qu'ont fait les dirigeants modernes de cet héritage sacré ? Ils ont appliqué au millimètre près la même méthode de nécromancie cynique qui a détruit Talbot. Pendant des années, ils ont laissé Lancia pourrir dans un coin, réduisant cette légende mondiale à ne produire qu'une seule petite citadine insipide, la Y, vendue exclusivement en Italie, basée sur une architecture de Fiat Panda. Et aujourd'hui, alors qu'ils annoncent la grande résurrection de Lancia à grands coups de communiqués de presse grandiloquents et de concepts au design tapageur, que prépare-t-il réellement en coulisses ? Il prépare des voitures électriques clonant la plateforme de la Peugeot 208 et de l'Opel Corsa. Ils prennent les moteurs génériques du groupe, les batteries standardisées que l'on retrouve dans n'importe quel SUV de bas étage, ils modifient vaguement la calandre, collent le bouclier Lancia sur le capot et exigent que le public paye le prix fort en invoquant le souvenir des victoires en rallye des années 80. C'est exactement, symétriquement, implacablement la même arnaque. C'est la Tagora réincarnée à l'ère de l'électrique. C'est l'insulte répétée, la trahison systématisée. Les costumes cravates d'aujourd'hui croient avec la même morgue que leurs prédécesseurs de 1979 qu'ils peuvent vous vendre un réfrigérateur à roulettes en prétendant que c'est une voiture de sport, simplement parce qu'ils détiennent les droits de propriété intellectuelle sur un bout de plastique chromé. Nous sommes à l'aube d'un abattoir culturel sans précédent. Les mégacorporations ne construisent plus des voitures, elles construisent des algorithmes de rentabilité déguisés sous des marques zombies. Et le sang-froid avec lequel ils dépouillent ces légendes de leur substance mécanique pour nous vendre des coquilles vides est une tragédie qui dépasse le cadre de l'industrie. C'est un crachat sur l'intelligence collective et sur notre patrimoine technologique. Avant que le couperet final ne tombe, je vous pose la question, à vous qui regardez comment les empires se consument de l'intérieur. Face à cette fusion gigantesque des marques mondiales, quel est, selon vous, le constructeur légendaire qui est actuellement en train de subir la même torture psychologique et industrielle que Talbot ? Quelle marque est déjà un mort-vivant sans que le grand public ne s'en aperçoive, maintenu sous assistance respiratoire uniquement pour écouler des châssis génériques ? Dites-moi dans les commentaires quel nom sacré de l'automobile vous refusez de voir transformé en un misérable clone électrique sous les ordres d'un tableur financier. Mais ne vous bercez pas d'illusions en espérant une prise de conscience de la part des dirigeants. L'histoire ne s'arrête pas pour faire amende honorable. L'histoire s'accélère. À l'instant précis où vous respirez, dans la salle du conseil d'administration insonorisée d'un gratte-ciel de verre à Amsterdam, à Paris ou à Turin, un homme en costume ajusté projette une diapositive devant une rangée d'actionnaires silencieux. Le curseur de son ordinateur glisse lentement sur le logo incandescent d'une marque mythique. Une marque qui vous fait encore rêver.
Les chiffres dans la colonne rouge clignotent. Les marges de profit sont jugées insuffisantes. Un silence lourd et glacial s'installe dans la pièce. Le doigt du technocrate se lève, s'approche du clavier, prêt à appuyer sur la touche qui déclenchera la confiscation des usines, l'amputation de l'ingénierie et le meurtre pur et simple de l'âme de cette entreprise. Le bourreau lève sa hache au-dessus du joyau de la couronne, le sourire aux lèvres. Et vous n'avez absolument aucune idée de l'identité de sa prochaine victime.